Écoutez, on a perdu, en 15 ans, Arcelor, leader mondial de l'acier. Péchinet, leader mondial de l'aluminium. Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie. Technip, un des leaders dans l'oil and gas. Lafarge, le ciment donné aux Suisses. Alcatel, détruit, vendu à Nokia. On aurait pu racheter Nokia. On était plus haut qu'eux. Je ne vous parle même pas de Essilor. C'est ça le résultat. Et on sort mon décret quand il y a Carrefour qui risque d'être acheté par Couche-Tard. Il faut se réveiller, là. Donc vous êtes une commission d'enquête sur la souveraineté. La souveraineté, ça a un sens. C'est que ça, si vous voulez, quand vous perdez tout ça en 15 ans, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a plus de PME en France, que les PME travaillaient pour ces boîtes-là. Mais tous les dirigeants, là, je vais dire aussi un mot, parce qu'on accuse les gouvernements, mais les présidents de ces boîtes-là, est-ce que vous connaissez le tarif de la trahison de la France? C'est entre 10 et 15 millions. M. Cron, il a touché, je crois, 13. M. Lafont, 15. M. Combe, 13. Voilà, c'est le prix de la trahison de la France. C'est pas cher, hein. Ça fait partie de la question qu'il nous faut poser. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a aussi les dirigeants de ces entreprises. Maintenant, si on a pris un décret, c'est pour s'en servir. Doliprane va devenir américain. Est-ce si grave ? En fait, est-ce que nous sommes capables de continuer à produire le Doliprane dont nous avons besoin ? C'est une question de souveraineté, puisque nous avons été, je le rappelle, en rupture de stock. Et les Français ont été privés de Doliprane quand ils en avaient le plus besoin, puisque pendant la crise du Covid, nous avons été en rupture et on a rationné les Français. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a 400 médicaments critiques aujourd'hui qui sont en menace de rupture de stock ou en rupture de stock. Il y a aujourd'hui, et en 2023, ce sont les statistiques d'une commission d'enquête parlementaire du Sénat qui a révélé ces informations, 37% des Français, l'année dernière, ont été exposés à une rupture de médicaments. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des opérations qui ne se font pas parce qu'on n'a pas les médicaments pour endormir les gens, contre la douleur, bref. Et vous savez, les Américains, c'est intéressant de voir ce qu'ils font, eux. Eux, tous les ans, ils bloquent une dizaine d'investissements étrangers, et notamment français, hein, sur le sol américain. Vous vouliez que... Donc, il faut leur accorder, excusez-moi, le minimum de réciproque. Vous vouliez que la France, que le gouvernement français s'oppose, interdise cette vente. C'était possible, ça ? Je n'ai pas dit ça. Interdit ces ventes, non, mais bloque la vente aux Américains. Pourquoi ? Parce que la vente aux Américains ne nous donne aucune garantie. Ben là, il faut vendre à qui, alors ? Alors, il y avait d'autres propositions. Partners. Il y avait d'autres propositions sur la table. Déjà, on aurait pu se donner du temps, faire monter les enchères, mais ce n'a pas été le cas. D'ailleurs, moi, Pourquoi, je suis un petit peu... Pourquoi, à votre avis ? Parce qu'on cède trop facilement aux demandes de Sanofi ? Je pense qu'il y a un petit problème de conflit d'intérêts au sein de Sanofi. Exemple. Expliquez-nous ça. La patronne d'Opella, Madame Julie Van Ongeval. La presse a révélé 2 sources. Donc, quand il y a 2 sources, ça veut dire que c'est vrai, selon la presse, n'est-ce pas, Madame Mélin ? 2 sources ont révélé qu'elle avait un management package de 200 millions d'euros pour vendre aux Américains. Alors que PAI n'avait donné que 50 millions. 50 millions, c'est déjà beaucoup. Hein, mais 200 millions ? Donc, nous avons la patronne d'Opella qui va toucher le pactole pour vendre aux Américains. Excusez-moi, il y a un petit problème. Deuxièmement, qui est le patron de Sanofi ? Monsieur Oudéa. Frédéric Oudéa. Mais vous avez vu ce qu'il a fait de la Société Générale ? Il a bousillé le Crédit du Nord. Regardez son action en 15 ans de gouvernance de Société Générale. La Société Générale, il en a fait la banque malade de l'Europe. Et d'ailleurs, tout le monde est en train de se dire, la prochaine qu'on va racheter, ça va être celle-là. Et donc, monsieur Oudéa, pourquoi voulez-vous qu'il fasse différemment de Sanofi ? Donc moi, je pense que le gouvernement aurait dû exprimer une défiance vis-à-vis de cette gouvernance-là. Depuis que vous avez quitté le gouvernement, comment est-ce que vous jugez l'évolution de la situation économique de la France ? Quel est un peu le bilan économique de Macron après toutes ces années ? Nous avons un juge de paix qui est assez cruel. C'est la balance commerciale. C'est-à-dire ce que la France produit par rapport à ses besoins, ce qu'elle doit importer pour ses propres besoins. Et la France est dans une situation, pour moi, sur le plan économique, d'urgence pressante,
Parce que nous sommes à moins 156 milliards. Quand j'ai quitté Bercy, on se battait autour de 55-60 milliards de déficit. Parce que justement, on a le graphique pour bien illustrer cette chose-là. Donc on voit ici, en effet, l'évolution du solde de biens de la France. Et en effet, le solde est donc, comme vous le disiez, à presque 160 milliards. Pourquoi on en est là, en fait ? Et quelles sont les conséquences ? Alors, vous avez ici une courbe d'aggravation extrêmement inquiétante. Alors là-dedans, il y a l'énergie, mais pas seulement. Bien sûr. Pas seulement. Car quand vous regardez dans tous les secteurs, puisque nous consommons à peu près 9 000 à 10 000 produits, sur 6 500 d'entre eux, nous sommes en déficit chronique. C'est-à-dire qu'en fait, la France ne produit plus en fonction de son niveau de consommation. Soit elle consomme trop, soit elle ne produit pas assez. Ce point est important parce que ça veut dire que nous sommes en train de nous appauvrir. C'est la première conséquence. Alors, et puis si vous comparez avec nos voisins, je ne parle pas de l'Allemagne, elle est en excédent 220 milliards. Mais l'Italie, c'est l'Italie. 65 milliards d'excédent. Prenez la Hollande, même la Belgique est à l'équilibre. Et intéressant, les pays qui étaient en déficit chronique, la Grèce, la Roumanie, l'Espagne, ont amélioré leur balance. Nous, elle s'est dramatiquement aggravée. Donc pour moi, là, il y a le feu. Alors la conséquence, c'est que comme nous ne produisons plus, la France ne vend plus, elle se vend. Puisqu'il faut compenser le chèque qu'on fait à l'étranger. Alors la Chine, c'est 30 milliards, l'Allemagne, c'est 30 milliards, vous vous rendez compte, c'est énorme, ça part. Donc notre richesse, elle s'en va. Et pour compenser ça, il faut qu'il y ait des flux d'argent entrant sur le territoire. Alors c'est le phénomène d'abord de l'endettement, 1. 2, c'est le phénomène du shopping international que les grandes multinationales font sur notre territoire. La France est à vendre. C'est le shopping sur l'immobilier, les hôtels, les terrains agricoles, les vignobles. Donc la France est en train de se vendre pour compenser notre incapacité à travailler, produire, ne serait-ce que pour nous-mêmes déjà. Alors ça, c'est ça qui explique que tant d'entreprises aient été vendues à l'étranger, comme Alstom, comme Péchinet, comme Essilor. À chaque fois qu'il y a une entreprise qui, parce que les actionnaires veulent vendre, on ne trouve pas en France l'argent. On dit, il n'y a pas d'argent pour ça. Il y a de l'argent pour autre chose, mais il n'y a pas d'argent pour ça. Donc, conséquence, c'est l'étranger qui achète. Et donc, on le justifie comme ça. Mais en vérité, ça a un rapport avec notre incapacité à créer la richesse qui nous permettrait de garder notre patrimoine industriel, économique, agricole. Et alors, je voudrais peut-être aller un tout petit peu plus loin sur le sujet. C'est qu'on a fait toutes les politiques macroéconomiques que la doctrine libérale impose. On a dit, il faut baisser le coût du travail. Baisser le coût du travail. Le résultat, il est là. On a d'ailleurs un niveau de coût, ce qu'on appelle le coût du travail, c'est semblable à l'Allemagne. Oui, mais on n'est pas encore au niveau de la Roumanie, c'est un problème, non ? La Roumanie s'améliore et nous, on s'aggrave. Bon, certes, mais nous avons été capables, avec des niveaux voisins de ceux de l'Allemagne, de faire beaucoup mieux et d'être excédentaires dans les années avant l'arrivée de l'euro, en gros. En 2000, on était excédentaires. L'Allemagne n'était pas dans cette situation. Donc, en fait, on sait faire. On l'a fait. Deuxièmement, on a travaillé la compétitivité dans tous les domaines. On a fait en sorte que, finalement, on soit capable d'être un bon élève de la classe européenne. On n'est pas mauvais, la Chine mise à part, avec le reste du monde, où les coûts de production sont moins élevés, parce que la marque France fonctionne, mais on est très mauvais au sein de l'Union européenne. Donc, dans la compétition intra-européenne, on est mort. Donc, c'est ça le sujet. Alors, il faut maintenant en tirer quelques conclusions. Peut-être regarder secteur par secteur, produit par produit, et là, vous allez vous apercevoir que d'abord, il y a des secteurs où il n'y a plus d'industrie. Puisqu'on a tout vendu, on a laissé choir.
Je rappelle, dans la crise de 2008-2009, qui était la grande récession, pas très loin de la Grande Dépression, moi j'étais président de mon département, la Saône-et-Loire, un département industriel. J'avais une carte dans mon bureau, il y avait tous les points noirs, c'était constellé. Et ce sont des usines qui ne sont jamais revenues. C'était les plans sociaux, les fermetures. Et à l'époque, les Allemands ont mis du chômage technique, ont payé les usines pour les garder, et nous, on les mettait à la casse au tribunal de commerce, les uns après les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a, dans cette période-là, laissé tomber notre industrie une nouvelle fois. On payait les plans sociaux, alors qu'il fallait garder les usines, faire travailler les gens, comme pendant le Covid, avec du chômage technique, pour qu'on garde les qualifications, les outils de travail dans les territoires. Les Allemands l'ont fait, nous, on ne l'a pas fait. C'est ça qui m'a conduit à m'engager sur la question industrielle à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'est né le ministère du redressement productif à visée souverainiste. C'est-à-dire qu'en fait, la bataille du Made in France, elle a commencé quand évidemment, j'ai mesuré à quel point les dégâts étaient considérables. Et là, on s'est affaissé. Ces usines, quand elles meurent, c'est comme les arbres. Hein. Vous les coupez, combien de temps il faut pour qu'ils repoussent? Donc ce n'est pas la Startup Nation qui a pu remplacer tout ça, puisqu'on a misé pendant 10 ans sur les startups numériques qui n'ont finalement, qui ont été rachetées quand elles fonctionnaient par les grands groupes internationaux, américains, et elles n'ont pas produit d'effet sur les territoires. Et donc, par exemple, vous prenez les médicaments. On parle du Doliprane, la belle affaire. Mais on importe, sur les 160 milliards, 10 milliards. Donc c'est presque, vous voyez, c'est 5% du déficit. On importe 10 milliards de médicaments alcaloïdes. C'est des médicaments qui servent à endormir les gens avant les opérations chirurgicales. Ces médicaments-là, on ne s'est jamais soucié de dire, vous, Sanofi, toutes les majors qui sont unies dans le LEM, c'est-à-dire l'organisation professionnelle des majors pharmaceutiques en France, parce que la France est un champion pharmaceutique en soi, on aurait dit, ça, vous me le produisez, vous vous mettez ensemble, et on se répartit le marché, la sécurité sociale achète, et c'est réglé. On peut faire ça dans combien de domaines? Donc en fait, on a fait de la macroéconomie en bons élèves, mais on n'a pas fait de microéconomie. Et la conséquence, c'est ça.